Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Tu es probablement une des mieux placées pour parler avec nous des dernières évolutions législatives sur le dossier de la fast fashion. Tu es une avocate de longue date de la question de l'éthique en la matière. Est-ce que tu peux nous rappeler les arguments principaux qui t'amènent à te mobiliser contre la fast fashion? Je crois que quand j'ai monté ma marque avec mon associé, on avait un peu des convictions qui étaient on a une entreprise, on va faire les choses bien, et en fait, les consommateurs, ils veulent des vêtements éthiques, et en fait, nous, on va révolutionner le secteur et tout ira pour le mieux. On était des bons produits de la Startup Nation, on avait vraiment cette conviction-là. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a exercé dans le monde du textile, on s'est rendu compte qu'il y avait l'existence de quelque chose qu'on appelle la prime au vice, c'est-à-dire l'avantage compétitif à mal faire, c'est-à-dire que plus une entreprise fait mal, moins ça lui coûte cher, plus elle est compétitive. Plus C'est elle gagne pour d'argent, ouais. Et donc, et nous, bizarrement, on n'avait pas conscience de ça au début, quoi, mais c'est ce qui explique que la plupart des vêtements sont produits au Bangladesh plutôt qu'au Portugal, à qualité égale, c'est juste que ça coûte 2 à 3 fois moins cher. Donc à partir du moment où on se rend compte que économiquement, le système favorise les entreprises qui ont les pires pratiques, il ne peut pas y avoir de réponse individuelle en fait, à la question de la fast fashion. Et donc si on prend le tableau global, on est dans une industrie qui pollue de plus en plus, qui crée du chômage ici, qui crée de la misère là-bas, qui crée de la pollution un petit peu partout. Donc on s'est dit, on va se rassembler avec d'autres entreprises et on va essayer de faire du lobbying, de faire changer les lois, pas pour qu'elles nous favorisent, nous, individuellement, en tant qu'entreprise, mais pour qu'elles mettent un cadre et des règles du jeu qui forcent toutes les entreprises à faire mieux. Alors, tu l'as dit, et d'ailleurs, la situation s'aggrave, puisqu'on parle aujourd'hui de ces géants d'Internet que sont Shein, Temu, pour les plus célèbres. On a vu aussi en France la fermeture de grandes marques, des faillites de marques comme C&A. Merde, je me souviens plus. Je sais plus comment s'appellent les autres. Camailleux. Camailleux, voilà ça, je cherchais C&A, ils Camailleux. vont bien ça. CA et tout. Donc voilà, il se trouve que pour réagir, une loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même rare, contre la fast fashion. Qu'est-ce qu'elle contenait, cette loi? Elle contenait deux choses. Elle contenait une interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion. Donc l'ultra fast fashion, c'est ces plateformes comme Shein et Temu qui prennent la fast fashion mais qui poussent plus loin ces curseurs. Et donc les deux curseurs, c'est bas prix et incitation à consommer. Okay. Donc l'ultra fast fashion fait des plus bas prix encore que la fast fashion et des incitations à consommer encore plus importantes. Et donc cette loi, il y avait cette interdiction de la publicité, mais surtout, ce qui est assez révolutionnaire, c'est que c'est la question de bonus-malus indexé sur l'affichage environnemental, qui est une sorte de Nutri-Score du textile. Et donc ça avait vraiment des effets assez positifs parce que ça permettait à la fois de pénaliser les marques qui ont les pires pratiques, mais aussi d'encourager les marques qui ont les meilleures pratiques. Et c'est assez clé parce que, vous êtes peut-être au courant, mais ceux qui restent de l'industrie textile française, il ne reste pas beaucoup. C'est très fragile et en ce moment, elle souffre beaucoup. Et en fait, d'avoir des mécanismes qui permettent à la fois de pénaliser les pires pratiques et de favoriser les meilleurs, et donc les meilleurs, c'est quand même globalement en termes de conditions sociales et environnementales de produire ici, c'était quelque chose qui permettait de faire évoluer toutes les pratiques de l'industrie. Donc c'est une loi assez ambitieuse qui avait été votée à l'Assemblée nationale. Votée à l'Assemblée nationale, vous connaissez le principe, ça part au Sénat, et au Sénat, la loi est en train d'être examinée en commission, et là, catastrophe. Moi je suis un peu affectée parce que ça fait plusieurs années qu'on se bat pour cette loi et qu'en fait, nous on voit directement les conséquences que ça a sur l'économie en France. Ça a des conséquences sur les marques, ça a des conséquences sur les usines, mais ça a des conséquences aussi sur tout le marché de la seconde main. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de bornes de vêtements où il n'y a plus de place pour mettre des vêtements dedans, ou des recycleries qui ont déversé des sacs de vêtements devant le Sénat ou partout un petit peu en dehors de Paris. En fait, c'est que l'afflux de fast fashion est aussi en train de détruire l'écosystème économique de la seconde main. Par exemple, les Emmaüs, le Relais, etc. En fait, leur business model, c'est qu'ils récoltent les vêtements que vous donnez et ils vendent la partie qui a le plus de valeur. Et c'est ça qui leur permet de créer de l'emploi en insertion, etc. Excellente synchronisation, la production est forte. Et en fait, comme il y a de plus en plus de vêtements de fast fashion qui sont achetés par les gens, ça se ressent en fait dans la qualité de ce qu'ils récoltent. Et du coup, il y a de moins en moins de valeur dans ce qu'ils récoltent. Et donc, en fait, leur business model est en train de s'écrouler, leur modèle économique est en train de s'écrouler. Et en fait, on commence à avoir des fermetures d'associations qui ne peuvent plus encaisser tout ça. Donc,
nous, c'est ce qu'on on voit au quotidien. On voit qu'il y a une urgence économique pour la France à réguler la fast fashion. Et là, ce qu'on a vu en résultat de la commission, c'est que la loi a été un peu vidée de sa substance et du coup, on n'est plus sur une manière de pénaliser des pratiques, mais l'idée, c'est de pénaliser juste Shein et Temu. Juste ces plateformes d'ultra fast fashion, parce qu'il y a eu un lobbying assez important de la fast fashion classique, les Primark, les Zara, les Inditex, les Kiabi et tout, qui disent cette loi, il ne faut pas qu'elle nous pénalise nous, parce que nous, on a des emplois en France, parce que nous, on a des magasins, etc. Et donc, il faut toucher juste les Chinois et pas nous. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se passer et ce qui... nous catastrophe parce que les problèmes économiques de la France liés au textile, ils datent pas de l'ultra fast fashion. Enfin, Camaïeu, ça a fermé avant l'essor de Shein et Temu. Et donc, ce qu'on voit arriver, c'est une loi qui va pas avoir un grand impact parce que voilà, Shein, c'est vrai que c'est inquiétant, mais c'est 3%, quoi. Je voyais quelqu'un dans le chat qui disait Shein et Temu, l'intérêt c'est que c'est pas cher et du coup c'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je me souviens d'une conférence que j'ai regardée en préparant cette émission de toi où tu expliquais justement le cycle précisément de pauvreté fast fashion, fast fashion. Les gens ont de moins en moins d'argent, donc ils achètent de moins en moins cher. Donc la fast fashion qui tue des emplois, qui tue de l'industrie, qui tue du petit commerce partout sur le territoire, donc encore plus de chômage et ainsi de suite. Et on est dans ce cercle absolument vicieux. Émilien, tu as une question? Oui, alors c'est pas un sujet que je connaissais particulièrement, donc j'ai demandé un petit peu d'aide par de mes camarades Eva Boswick qui fait une thèse sur la circulation internationale des vêtements de seconde main, qui aimerait beaucoup vous rencontrer d'ailleurs pour un petit entretien, mais ça c'est autre chose. De ce que j'ai essayé de ce que j'ai compris, il m'est venu une question peut-être un peu brutale, mais la question, la question c'est est-ce que finalement ce marché, notamment le marché du tri, du recyclage, etc., en France, il peut survivre sans être subventionné, même j'ai envie de dire subventionné finalement toujours plus, parce qu'à un moment donné, la concurrence chinoise est juste tellement écrasante que je me dis, est-ce que juste il y a un avenir hors de cette subvention avec, je crois qu'il y a ça un peu dans la loi, avec les écomodulations, tout ça, quoi. Peut-être je peux vous expliquer un peu comment ça marche. Actuellement, en fait... la seconde main, il y a déjà de l'argent qui est là pour la soutenir parce qu'il y a un mécanisme qui existe en France qui est le mécanisme de la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui fait que chaque marque ou entreprise, quand elle met sur le marché des vêtements, elle doit payer une petite éco-contribution qui est ensuite collectée par un éco-organisme. Et ensuite, cette éco-contribution, elle est censée permettre de gérer la fin de vie du vêtement et de couvrir les coûts de recyclage, d'incinération et tout. Sauf que la loi française est bien faite d'un côté parce qu'on se dit trop bien, responsabilité élargie du producteur, sauf que les éco-organismes, en fait, c'est géré par les propres marques. C'est le même principe que Citeo, si vous avez entendu parler. Donc les propres marques décident de quelle éco-contribution elles vont devoir payer. Donc vous imaginez bien que le résultat, c'est qu'elles essayent de payer le moins possible. Et donc c'est pour ça que le système dysfonctionne dans la pratique. Et c'est pour ça que malgré qu'il y ait normalement un système qui est censé couvrir les coûts de gestion de fin de vie des vêtements, les entreprises, associations qui gèrent la fin de vie des vêtements, qui collectent la seconde main et tout, sont en train de souffrir économiquement. C'est parce qu'il y a un problème de gouvernance là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. C'était pas trop brutal, ça va comme question. Non, mais c'est un peu envie de la suivi du secteur, quoi. Oui, je vois dans le chat, en fait, il y a pas mal de gens qui disent que, effectivement, quand on a moins d'argent, on a envie d'acheter également moins cher. Mais pour moi, il y a également la question d'acheter moins cher, mais aussi plus vite. Parce que j'ai l'impression que d'acheter éthique, c'est aussi parfois plus de temps pour se renseigner sur l'impact écologique des vêtements. Et du coup, comment on fait quand on a moins d'argent et qu'on n'a pas forcément le temps? Je pense notamment aux mères de famille en majorité, je pense aux étudiants, etc. Moi, je pense que moi, je n'ai pas de conseils à donner aux consommateurs. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de... Enfin, moi, mes t-shirts, ils sont à 25 €. Je sais qu'il y a une énorme partie de la population qui ne peut pas acheter un t-shirt chez moi. Et je trouve qu'une fois qu'on a compris que ce n'est pas en culpabilisant les consommateurs, et surtout les consommateurs qui ont moins d'argent, qu'on arrive à la solution, on a déjà pas mal avancé. Et c'est très intéressant parce que c'est justement tout ce que les marques de fast fashion, et en général, beaucoup aussi les politiques qui sont dans l'immobilisme, appellent. Ils disent « Ah, il faut de l'éducation ». Sous-entendu, les gens, ils achètent des trucs pas chers parce qu'en fait, c'est juste qu'ils savent pas qu'il faut acheter du beau. Mais en fait, on sait bien que c'est pas ça qui se passe dans le textile. En fait, on achète ce qui est le moins cher.
Sauf une petite niche, sauf une petite partie de la population qui peut se permettre de faire autre chose. Et c'est assez intéressant parce que ce ne sont pas les pauvres qui achètent de la fast fashion. Enfin, j'en parlais avec une personne du réseau Action Climat, les gens qui sont très pauvres, ils n'achètent rien. Or, 70% des vêtements qui sont vendus en France, c'est de la fast fashion. C'est des prix moyens à 8 €. Donc, tout le monde achète ça. Donc, c'est bien que la question, c'est qu'il faut arrêter de s'adresser aux consommateurs. Ce qu'il faut, c'est s'adresser aux citoyens. Et en fait, en tant que consommateur, on ne peut pas faire grand-chose à part consommer moins, aller dans les friperies, enfin, les mêmes choses qu'on entend partout. Mais par contre, en tant que citoyen, on peut se demander qu'est-ce qu'on perd avec l'essor de cette fast fashion. Et tu le disais, Jean, en fait, globalement, quand vous achetez des vêtements pas chers, ça veut dire que c'est des vêtements qui sont produits loin. Ça veut dire que c'est des vêtements qui sont produits dans des conditions effroyables, hein, sachez-le. Il y a pas, tu t'es toi-même rendu au Bangladesh pour le constater. Ouais, non, mais c'est l'enfer. Enfin, dire les termes, c'est de l'esclavage moderne. En fait. Exactement. Enfin, donc les vrais pauvres qui souffrent de la fast fashion, c'est les femmes qui fabriquent nos vêtements au Bangladesh, en Tunisie, pour un salaire de 100 € par mois, avec en plus l'industrie qui pollue autour d'eux, parce qu'en fait les marques cherchent à avoir des prix toujours moins chers, et en fait traiter les eaux usées au sortir d'une usine de teinture, ça coûte des sous. Mais c'est aussi il y a des conséquences qui sont terribles en France. Enfin, les délocalisations ont créé du chômage ici. Le fait que les entreprises partent, ça fait aussi moins de recettes pour l'État. Enfin, quand l'usine du village ferme, c'est des impôts qui ne payent pas. Et ensuite, il y a la boulangerie qui ferme. Et ensuite, il y a le bureau de poste qui ferme. Et ensuite, en fait, donc il y a toute une économie qui s'est effondrée avec ces délocalisations. Et là, la vague suivante, c'est que c'est aussi la fermeture des commerces. C'est-à-dire que si moins un vêtement est cher, moins il y a de chances qu'il puisse couvrir le salaire d'une vendeuse. Ouais, ou d'un vendeur. Et c'est pour ça qu'en fait, les vêtements, on les achète plus trop dans les commerces en centre-ville, mais on les achète dans des grandes surfaces où c'est plus trop des vendeurs, mais c'est plutôt des caissiers ou voire en libre-service. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que depuis les années 80-90, la consommation de vêtements en France a entre doublé et triplé. Et on a perdu des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie. Et on a aussi perdu des emplois dans le commerce. C'est-à-dire qu'on n'a rien gagné dans tout ça. Et donc, c'est des pertes de recettes pour l'État, c'est du déficit commercial, c'est dingo le déficit commercial lié aux techniques, donc en fait au textile, donc c'est un appauvrissement de la France qui se ressent ensuite dans la baisse d'argent pour les services publics. Je reviens sur cette loi, elle est, j'ai l'impression, aussi au cœur d'un débat qu'on commence à avoir de plus en plus en France, c'est cette question de la régulation. Oulala, on régule trop, ce qui pénalise nos entreprises à l'exportation, donc vous vous rendez compte, vous nous emmerdez les écolos à foutre des règles partout, en s'y conformant, on s'empêche de faire fleurir l'industrie. Toi, ce que tu dis, c'est exactement l'inverse. Ouais. En fait, là, c'est une stratégie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le monde économique essaie de mettre dans le même sac que toutes les entreprises. Ouais. Et l'autre chose, en fait, si tu es une usine du Made in France, tu as intérêt à ce qu'il y ait des réglementations qui te protègent, qui fassent que ça soit plus intéressant d'acheter Made in France, des marchés publics, une taxe, par exemple, des mécanismes d'ajustement aux frontières, tout ce que tu veux. Mais si tu es une très grosse entreprise, bien sûr, t'as intérêt, et que tu es déjà leader sur ton marché, tu n'as pas intérêt à ce qu'il y ait des règles, puisque le marché actuellement te favorise déjà. Donc la première chose, c'est l'amalgame entre les intérêts de certaines entreprises et d'autres. Et le deuxième aspect sur cette question des normes et de la réglementation, c'est que c'est habilement fait d'essayer de mélanger lourdeur administrative et réglementation protectrice. Et donc, en fait, on joue beaucoup là-dessus. Par exemple, moi, je dois faire des travaux dans ma boutique, et en fait, il y a un gros truc administratif pour être conforme avec la sécurité incendie. Ça n'a rien à voir avec une loi qui va mettre un bonus-malus aux entreprises qui exploitent les gens à l'autre bout du monde. Mais en fait, les mouvements patronaux arrivent à mettre un petit peu ça dans la tête de leurs adhérents, et du coup, tu as un monde entrepreneurial qui est vachement en mode « non, on veut pas de règles ». Et donc, nous, en fait, on s'est rendu compte de cette... Comment on pourrait dire, c'est un tour de passe-passe, quoi. C'est faux, quoi. En fait, les règles, elles nous protègent aussi. Elles protègent les entreprises. C'est exactement la même chose sur la route, quoi. S'il n'y a pas de règles, en fait, c'est celui qui va le plus vite et celui qui fait le plus mal qui gagne, quoi. Malek ? J'aime beaucoup ton approche de ne pas vouloir culpabiliser le consommateur, parce qu'en fait, on en a marre. Ouais. Et de deux, je pense vraiment que c'est contre-productif in fine. Par contre, est-ce que... parce que l'argent, en fait, reste le cœur de tout sur ce sujet. Et même en faisant appel aux consciences et aux citoyens, il y a le sujet du prix qui reste quand même un sujet central. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de faire mieux en faisant éthique et tout de même accessible ? Non, je crois pas. En fait, non, mais c'est ça qui est terrible. En fait, si tu veux faire baisser le prix des vêtements, c'est que derrière, il y a quelque chose que tu payes pas.
Donc c'est soit le travail des gens, soit c'est la nature. Et en fait, c'est ça qu'on veut pas. Donc, et je trouve que c'est ce qui va pas dans la réflexion actuelle, c'est qu'on veut absolument faire baisser le prix des objets. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est faire augmenter le niveau de vie des gens. C'est qu'il faut qu'ils soient mieux payés, ça veut dire qu'il faut que l'école ça coûte moins cher, il faut qu'il y ait plus des services publics qui soient plus performants et tout. Et c'est cette approche-là qu'il faut avoir. Et en fait, l'approche de vouloir faire absolument baisser le prix des vêtements, c'est exactement l'approche du Michel-Édouard Leclerc, c'est son combat. Michel-Édouard Leclerc, il se déplace en jet privé et il est là, pouvoir d'achat, parce que moi, ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des gens. Enfin, c'est une manière d'avoir dépolitisé le débat. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on s'adresse aux individus, on s'adresse à eux en tant que consommateurs et en fait, on enlève toute la partie citoyenne. Et après, on se retrouve nous-mêmes à se considérer uniquement comme consommateurs. On est là. Moi, je le sais, je parle avec des gens, ils me disent mais des fois, j'achète de la fast fashion et tout. Et on ne voit pas du tout tous les autres aspects sur lesquels on peut jouer. Et c'est ça l'objectif d'une loi. C'est de sortir la question du textile, de l'industrie et tout, de la simple responsabilité du consommateur et de choix individuels, et d'en faire un choix collectif qui protège en fait les individus, les emplois. Cette loi, donc tu l'as dit, a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle a été détricotée en commission au Sénat. Alors j'ai pas réussi à trouver la date d'inscription de la lecture au Sénat. C'est pas encore inscrit. C'est pas encore inscrit. Ce sera inscrit un jour. Moi, j'ai relativement bon espoir quand même, parce que si le Sénat détricote un truc voté à l'unanimité à l'Assemblée, il y a de fortes chances que l'Assemblée retricote le truc. Enfin, je sais pas, j'espère, je croise les doigts. Moi, je crois qu'il peut y avoir aussi... c'est un peu technique aussi, ce sujet, donc je crois aussi que peut-être les sénateurs se sont trompés et qui pourront corriger encore ça en Ce sera pas la première fois que ça arrive. Voilà. Oui, ouais. Et je crois aussi que l'illusion de vouloir faire une loi qui pénalise seulement l'ultra fast fashion et pas les pratiques globales, il faut qu'elle tombe aussi, parce qu'en fait, si tu essayes de cibler seulement une entreprise, en fait, c'est là où tu fais une loi qui est très facilement contournable. Il suffit que l'entreprise change une seule de ses pratiques et tu as un travail de 2 ans parlementaire qui tombe à l'eau, quoi. Merci beaucoup, Julia, d'être venue sur ce plateau. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes combats pour un textile plus éthique? Sur LinkedIn. T'as pas autre chose? Non, c'est pas grave. J'ai que LinkedIn. C'est très éthique. Non, mais c'est faire, hein, c'est ton terrain. Mais je vais redire quand même le mouvement Impact France et l'association En Mode Climat. Ouais. Merci beaucoup, Julia, d'être venue sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir été avec nous.